Au lendemain de l'assassinat de Charlie Kirk sur un campus universitaire de l'Utah aux États-Unis, l'enquête progresse. La police fédérale américaine, le FBI, a publié ce jeudi des photos d'un suspect sans préciser les raisons pour lesquelles il est recherché. Les images montrent un homme svelte portant des vêtements sombres avec un pull à manches longues arborant le drapeau américain, des lunettes de soleil et une casquette. Après le tir, celui-ci se serait enfui vers le parking et serait parti en voiture. D'après les premiers éléments de l'enquête, le suspect se serait ensuite enfui dans une zone boisée où la police a retrouvé un fusil qu'elle pense être l'arme du crime. Les enquêteurs ont également recueilli les empreintes d'un avant-bras, d'une paume et d'une chaussure, ainsi que des preuves ADN sur le bord d'un bâtiment d'où Kirk a été abattu. Le suspect est soupçonné d'être un jeune adulte en âge d'aller à l'université et d'être un tireur expérimenté. Charlie Kirk a été tué en pleine réunion publique sur le campus d'une université dans l'Utah, alors qu'il était en train de sillonner les universités américaines afin de mobiliser la jeunesse et de recruter de nouveaux soutiens au président Donald Trump. Les avocats de Jair Bolsonaro promettent de contester la condamnation de l'ancien président brésilien et de lancer des procédures de recours à tous les niveaux. La Cour suprême du Brésil a condamné Jair Bolsonaro à 27 ans et 3 mois de prison pour avoir dirigé une organisation criminelle dans le but de se maintenir au pouvoir. Selon l'accusation, le projet de Jair Bolsonaro et ses complices prévoyait notamment l'assassinat de Lula da Silva, son rival victorieux de la présidentielle fin 2022. La Cour suprême du Brésil a par ailleurs condamné 7 ministres et généraux à des peines allant de 2 ans à 26 ans de détention. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio estime injuste la condamnation de Jair Bolsonaro et promet des représailles. À Gaza, au moins 72 personnes ont été tuées et 356 autres blessées lors d'attaques israéliennes au cours des dernières 24 heures, selon les autorités locales. Parmi les victimes, 7 ont été tuées par l'armée israélienne alors qu'elles attendaient de l'aide alimentaire près de points de distribution. Le ministère de la Santé rapporte également 7 nouveaux décès dus à la malnutrition, dont celui d'un enfant, portant le nombre total de morts liés à la famine et à la malnutrition à 411, parmi lesquels 142 enfants. Israël intensifie ses opérations sur la ville de Gaza, ciblant les infrastructures du Hamas. Des dizaines de milliers de personnes ont fui la ville, mais beaucoup restent sur place, faute de moyens et d'abris. Par ailleurs, l'armée israélienne a annoncé avoir terminé son opération dans les villes du sud de l'enclave, notamment à Khan Younes, où elle affirme avoir démantelé des tunnels du Hamas. Un barrage de drones et de missiles russes s'est abattu sur la région de Soumy et sur le Donbass dans la nuit de mercredi à jeudi. Des bombardements qui ont fait au moins un mort, plusieurs blessés et causé d'importants dégâts dans des zones résidentielles. Un établissement scolaire a notamment été gravement endommagé dans la région de Soumy. L'onde de choc de l'impact a fait exploser les fenêtres d'au moins 3 immeubles résidentiels situés à proximité, mais aucune victime n'a été signalée. D'autres frappes sur les villages de Myropilya et de Krasnopilya dans la même région ont en revanche blessé plusieurs personnes. Dans l'est du pays, les évacuations de civils se poursuivent dans le Donbass, où un bombardement russe a fait au moins un mort mercredi, alors que Moscou intensifie ses efforts pour essayer de s'emparer de cette région stratégique. Dans le même temps, l'Ukraine affirme avoir attaqué avec succès un navire de guerre russe dans la mer Noire. Selon Kiev, un drone de fabrication ukrainienne a effectué une frappe de précision qui a endommagé les systèmes de navigation et de communication du navire. Les services de renseignement ukrainiens affirment que celui-ci effectuait des missions de renseignement et de patrouille à proximité de la baie de Novorossiysk au moment de l'attaque. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunira vendredi à la demande de la Pologne après l'intrusion de drones présumés russes sur son territoire. Dans la nuit de mardi à mercredi, plusieurs drones ont été abattus au-dessus de l'espace aérien polonais. Une maison du village de Wiriki, près de la frontière avec le Bélarus, a été endommagée par des débris. Face à son Parlement, le Premier ministre polonais Donald Tusk a souligné qu'il ne s'agissait pas d'une erreur et que les drones venaient directement du Bélarus.
Dans un élan rare de solidarité, le Premier ministre hongrois Viktor Orban a déclaré que son pays était solidaire avec la Pologne, une déclaration à laquelle le ministre polonais des Affaires étrangères, Radosław Sikorski, a répondu. Il a demandé de la Hongrie une claire condamnation de l'agression russe, mais aussi qu'elle retire son veto sur la candidature de l'Ukraine à l'UE. De son côté, le chancelier allemand Friedrich Merz a souligné l'état de la défense aérienne de l'OTAN, affirmant que l'incident des drones mettait en évidence la nécessité urgente de réformer les défenses de l'Alliance en Europe. Reste à savoir la position de l'OTAN. Quelle est l'analyse des alliés de cette attaque ? Well, there is a strong consensus that this is a very deliberate strategy by Putin to bait Europe and to test NATO unity amid a strained transatlantic alliance. Experts from NATO that I've spoken to say that if there isn't strong condemnation by Donald Trump, such as sanctions against Russia or progress on security guarantees, then Poland and Europe will look like they're out in the cold. Son discours sur l'état de l'Union européenne à peine prononcé, la présidente de la Commission européenne fait déjà face à 2 motions de censure. En quelques heures, la gauche radicale et l'extrême droite ont réuni séparément les signatures nécessaires pour lancer cette procédure dont le vote devrait se dérouler le mois prochain. Pour la gauche, Ursula von der Leyen a commis au cours de son second mandat des dégâts jugés irréparables comme dans la bande de Gaza. Elle a fermé les yeux sur l'une des pires catastrophes humanitaires de notre siècle, plus de 60 000 morts. Elle a refusé de suspendre l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël, et refusé de décider un embargo sur les armes. Et je pense que cette complicité doit être dénoncée. En plus de cela, il y a une petite tendance de la Commission européenne de passer en force sur l'accord entre les États-Unis et l'Union européenne, qui va littéralement vassaliser l'Union européenne vis-à-vis de Donald Trump. C'est également la politique commerciale qui pousse l'extrême droite à déposer une motion de censure. Les Patriotes pour l'Europe dénoncent l'accord avec les États-Unis, mais aussi celui avec le Mercosur. Pour ces élus, c'est en fait l'ensemble des choix politiques de la Commission qu'il faut remettre en cause. The Commission and its President have failed to cope with the most pressing challenges that Europe is facing. They have failed on peace, on trade, on competitiveness, on migration. Instead of providing solutions, this Commission has become the problem itself. Ursula von der Leyen a déjà fait face à une motion de censure au mois de juillet, très largement rejetée par les eurodéputés. No confidence motions are generally difficult to pass in the European Parliament due to the high threshold needed to topple the European Commission, at least 2/3 of the votes cast representing at least the majority of all the MEPs. While the left has clearly ruled out voting in favor of the Patriots motion, the far-right group could eventually support the leftist proposal in order to get their goal, forcing Ursula von der Leyen to resign. Vincenzo Genovese, Euronews, Strasbourg. Is the EU about to start scanning your text messages? For years, claims have been circulating that the European Union wants to enable governments and private companies to read people's text messages as part of a planned law clamp down on online child sexual abuse. Recently, these claims have intensified, with users alleging the bloc will scan all encrypted messages, even as they're being typed, making users fear for their privacy. It's often referred to as chat control. But the idea that Europeans have to brace themselves for the immediate end of private messaging is misleading. The possibility of scanning private messages is part of this planned new law on child sexual abuse, and it is indeed being considered. But the Commission is proposing specific and limited detection orders. While there are legitimate concerns that this could spell the end of digital privacy as we know it, proponents insist that detection orders do not apply by default to everyone and would be limited in time and scope. They would also have to be requested by a national authority and then approved by a court or an independent authority. Secondly, the Commission's proposal is only the starting point. For the law to pass, the European Parliament and the Council of the EU both need to agree on exactly the same text, which has not happened yet. In fact, the Parliament has already voted for changes that go against broad scanning, especially for encrypted apps. And the Council is itself split. A majority of countries like France, Spain and Italy are in favour of strong scanning rules, while Austria, the Netherlands and Poland have said they will not accept them. Others, including Germany and Belgium, remain undecided.
Because of this division, several planned votes have been delayed. A new one is now scheduled on the 12th of September, so there is a legitimate debate about whether this proposed law can tread the line between safeguarding children on one hand and ensuring online privacy on the other. But panic that the EU is about to immediately scan messages even before they're being sent is still premature. Les Européens ont-ils des habitudes saines ? La santé et le bien-être sont des priorités pour les consommateurs européens. Environ 28% des Européens déclarent prendre des mesures pour vivre plus sainement en visant des objectifs tels que le bien-être mental, la prévention des maladies et le maintien de la forme physique. Une étude montre également que les différences générationnelles façonnent les préférences en matière de santé. Les groupes les plus jeunes privilégient le bien-être, la forme physique et la beauté, tandis que les adultes plus âgés donnent la priorité à la perte de poids et à la prévention des maladies. 66% des consommateurs européens déclarent dormir suffisamment grâce aux soins personnels, à l'exercice physique et à la consommation d'aliments nutritifs. Les consommateurs définissent une alimentation plus saine en donnant la priorité aux aliments frais, au contrôle des portions et en réduisant le grignotage. L'étude révèle aussi qu'un nombre croissant de consommateurs européens ont des habitudes de consommation pour soutenir la planète. 28% d'entre eux réutilisent les produits et les emballages. Les tendances montrent par ailleurs que les jeunes consommateurs âgés de 18 à 34 ans modifient de plus en plus leur régime alimentaire pour des raisons environnementales ou sociales.